On a 2 micros là, à gauche et à droite, et un au balcon. Commencez à lever vos mains et on va distribuer la parole. Bonjour Monsieur le Président. Donc vous avez présenté dans votre discours une vision tout à fait respectable, même intéressante à certains égards sur les institutions, l'Europe, l'environnement, mais juste une question très simple. Pourquoi pas l'avoir mis en place? Je vous remercie. Je savais bien qu'il y avait une deuxième partie, comme dans tout exposé, même court, il y a une deuxième partie. Et c'est la plus intéressante. Pourquoi ne pas avoir fait ce que l'on propose aujourd'hui? Moi, je n'avais pas été élu pour faire une réforme institutionnelle. Ce sont des réformes d'ailleurs très difficiles à mener, je le conçois, et qui ne peuvent être véritablement engagées que s'il y a un mandat très clair du peuple à l'occasion de l'élection présidentielle. Moi, je n'étais pas venu en 2012 pour dire je vais faire une réforme qui va supprimer le poste de Premier ministre. J'étais d'ailleurs pas forcément en accord avec la proposition que je fais aujourd'hui. C'est de l'expérience que je tire que je peux aller jusque-là. Ou sur les assemblées citoyennes qu'il faudrait mettre en place, ou sur une procédure législative plus simple, ou sur des concertations plus grandes, ou sur la décentralisation, même si j'ai fait la réforme territoriale, que je crois bonne et que l'on aurait tort de vouloir remettre en cause. Mais enfin, on verra bien. Mais la vie politique, et je veux ici vous en convaincre, c'est d'agir dans la durée. Et vis-à-vis de la gauche, on lui demande de faire en 5 ans ce que tout son programme, qui prendra des années, n'arrivera pas à satisfaire le pays, même en 5 ans. On lui demande de tout traduire en 5 ans, de tout faire. Et souvent, on est très dur, et tant mieux d'ailleurs, ça prouve qu'on a une certaine exigence morale à l'égard de la gauche. Mais non, il faut se donner du temps, et c'est peut-être ce qui fait que la gauche n'arrive pas, fatalité de l'histoire en France, à avoir 2 fois de suite la reconduction donc, de la responsabilité. 81, ça s'arrête en 86, ça reprend en 88, ça s'arrête en 93, ça revient en 97, ça s'arrête en 2002, puis il faut attendre 2012, et là 2017, puis après, on ne sait pas quand. Le plus tôt sera le mieux, mais faut-il encore être prêt, s'organiser et être digne d'un retour? Et pour l'instant, il faut vraiment y travailler. Donc, et ne pas trop perdre de temps, parce que 5 ans, c'est très court. C'est très court quand on est au pouvoir, mais c'est également très court quand on est dans l'opposition. Mais il faut se dire que la vie politique, c'est de travailler âprement et de faire étape par étape le changement. Et je pense que ces réformes institutionnelles viendront le moment venu. Il y en a d'autres qui ont surgi à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Moi, ça m'a surpris que ce soit sur le référendum d'initiative citoyenne. Je savais bien qu'il y avait une demande de participation, et je la comprends. Je voyais bien que ce qui avait été fait avec le référendum partagé ne correspondait pas. C'était la réforme de 2008 à cette exigence. Mais on ne peut pas non plus penser qu'un mouvement comme celui-là, qui est porté sur la justice sociale et fiscale ou territoriale, se réduise à une question institutionnelle. De la même manière, je ne pense pas très franchement que c'est l'introduction du vote blanc, la diminution du nombre de parlementaires qui va régler la question de la représentation. C'est beaucoup plus lourd que ça. Donc les questions institutionnelles, je les évoque, mais je ne pense pas qu'elles soient les réponses attendues. Les réponses attendues sont davantage d'efficacité, de satisfaction des citoyens, et de leur donner une véritable représentation et de connaître le territoire. Merci. On va essayer de respecter un peu la parité pour commencer. À droite de l'amphi, Margot. Bon bah, plafond de verre. Là, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir une politique adaptée aux personnes, plus individuelle. Et vous avez également parlé de la nécessité d'avoir des syndicats et des intermédiaires pour pouvoir justement dialoguer avec des mouvements. Dans la crise des Gilets jaunes qu'on vit actuellement, est-ce que vous pensez que les revendications vont être plus
vont être portés plus efficacement par justement des initiatives comme le RIC ou plutôt par des partis comme celui créé récemment par Ingrid Levavasseur? Merci. Je ne sais pas ce que feront les Gilets jaunes. Feront-ils un parti, pas un parti? Mais de toute façon, ce ne sera pas un parti qui représentera tous les Gilets jaunes. Puisque j'ai l'impression qu'il y a autant de Gilets jaunes que de partis ou de partis que de Gilets jaunes. Parce que chacun vient avec sa propre revendication. Je ne suis même pas sûr que ce serait rendre service à ce mouvement avec ce qu'il a pu porter, parfois avec aussi un certain nombre d'excès, que de le formaliser dans un parti. Qu'est-ce qui a fait la force de cette colère? C'est pas tellement, pas seulement son exaspération et ce qu'elle a donné comme résultat samedi après samedi. C'est le soutien dont ce mouvement a bénéficié dans la population. Et un soutien assez large, qui a justifié d'ailleurs que certaines revendications soient satisfaites sur le plan matériel. Et si, d'aventure, ce mouvement se donnait un parti, quel serait son score? Finalement assez faible et bien loin de ce qu'il a pu porter comme espoir peut-être, en tout cas comme possibilité de changement par beaucoup de nos concitoyens. Donc ça veut dire que les autres partis, les partis qui existent, qui à mon avis diront qu'ils ont chacun des gilets jaunes en leur sein d'ailleurs. Comment démontrer que quelqu'un qui est sur une liste est gilet jaune ou pas gilet jaune? Donc chacun dira mais j'ai des gilets jaunes. Mais c'est au parti non pas simplement de mettre des personnes sur des listes, encore qu'il faudrait quand même que les listes correspondent à l'état de la société, qui est un des problèmes de la crise de représentation. Où sont les ouvriers? Où sont les employés? Où sont les agriculteurs? Où sont les chefs d'entreprise dans les assemblées délibérantes? C'est quand même un des problèmes de la société française et de sa représentation. Mais ce qu'on attend des partis, ce sont des propositions. Puisqu'il y a un grand débat, le rôle des partis, c'est de respecter ce que le grand débat va pouvoir procurer comme contribution et faire surgir comme idée. Mais c'est aussi, c'est le rôle des partis d'alimenter la discussion. Et j'espère que les partis vont le faire en disant, voilà, nous, ce que l'on présente comme proposition institutionnelle, démocratique, sociale, fiscale, territoriale, pour que notre pays puisse sortir de là plus fort. C'est ça le rôle des partis. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les partis ne se définissent plus par rapport à leur histoire. Je ne vais plus parler de la gauche, mais je vais parler de la droite, parce que c'est quand même invraisemblable ce qui se passe. La droite choisit un candidat pour les élections européennes plus à droite que l'extrême droite. Allez comprendre. Comment, dès lors que ce terrain est occupé par l'extrême droite, comment imaginer que des électeurs de droite vont pouvoir aller massivement vers cette liste? Je ne m'en satisfais pas parce que la France, elle a besoin d'un parti de droite comme elle a besoin de la social-démocratie. Elle a besoin de partis politiques qui correspondent à des valeurs, à une histoire. La droite française, elle a une histoire avec plusieurs sensibilités qu'on connaît bien et qui ne se reconnaissent pas dans ce mouvement. Bon, tant pis pour eux, mais là, il y a une responsabilité démocratique. Les partis, on a besoin des partis politiques en France. Et quand les partis de gouvernement sont faibles, je vous l'ai dit, ce qui se passe, c'est le risque de la démocratie populiste. C'est le risque que l'extrême droite soit considérée comme la seule alternative possible. Et c'est ça, à mon avis, le plus grand danger. Ce n'est pas les gilets jaunes. Au balcon, il y a un micro. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous poser une question par rapport à ce que diraient ceux qui penseraient qu'il manque peut-être au discours des partis socialistes les questions des grandes entreprises. Bien sûr, mais plutôt la question de... Beaucoup de voteurs ou beaucoup d'individus en France sentent que peut-être ils ont plus... on leur demande énormément de responsabilités, mais ils sentent que beaucoup de leurs interactions dans la vie de tous les jours ne sont pas avec le gouvernement, qui soit des représentants territoriaux ou nationaux, mais avec des entreprises, que ce soit leurs employeurs ou que les gens soient consommateurs, et qui sentent qu'ils ont beaucoup moins à dire sur ce sujet que les entreprises finalement, que ce soit
dans leur vie de tous les jours ou dans les grands débats nationaux sur la mondialisation et des choses comme ça. Et donc je voulais savoir ce que vous pensiez et ce que vous dites aux gens qui sont autant au mieux blasés, sinon se sentent peut-être abandonnés par les politiques, et qui le sont autant qu'ils seraient par exemple ennuyés par un jeu de Scrabble. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. N'étant pas un pratiquant de ce jeu, je vais vous répondre en quelques lettres. Donc, je trouve que dans le débat tel qu'il s'est engagé depuis maintenant plusieurs mois, c'est-à-dire dès l'origine des Gilets jaunes, les entreprises ont pratiquement disparu. C'est-à-dire le lieu de travail n'a pas du tout été au cœur de la revendication. C'est peut-être la première fois depuis longtemps, parce que quand il y a des mouvements sociaux, c'est par rapport à la vie au travail, la retraite, les salaires, le partage du pouvoir dans l'entreprise, que sais-je, ou la survie même des entreprises. Là, l'entreprise a été pratiquement occultée comme si ce n'était pas le sujet. Comme si le sujet, c'était le transport, le pouvoir d'achat, la question de la démocratie. Et même pour augmenter les petits revenus, il n'a pas été procédé à une augmentation des salaires. On peut comprendre, même si on aurait pu, par des exonérations de cotisations sociales, favoriser éventuellement ce relèvement de pouvoir d'achat salarial, mais par une prime d'activité. Et la prime d'activité, d'ailleurs, la gauche l'a créée, donc elle n'a pas à la récuser, mais à un moment, ça devient compliqué. C'est-à-dire, comment expliquer que certains peuvent y avoir droit, pas d'autres, alors même que souvent les revenus sont comparables. Alors que lorsqu'il y a une augmentation de la valeur du travail, d'une certaine façon, à travail égal, salaire égal. Là, c'est plus compliqué avec la prime d'activité. Ce qui fait que beaucoup, y compris parmi les Gilets jaunes, disent « mais nous, on ne comprend plus le système. D'un côté, vous nous donnez des primes, de l'autre, vous nous prenez des taxes. Nous, on préférerait toucher notre salaire et ne pas avoir à demander une prestation. » Et je crois qu'il faut en tenir compte. Alors, pourquoi l'entreprise a été à ce point occultée ? Parce que beaucoup de ceux ou de celles qui étaient dans le mouvement vivent un rapport salarial qui n'est plus dans une grande entreprise, pas même dans une petite et moyenne entreprise. C'est souvent un rapport individuel, emploi de service, emploi dans la distribution, emploi dans le transport, où on est face à face à un employeur souvent assez fragile, personne âgée, personne dépendante ou une mère de famille, et où on est avec un entrepreneur individuel qui nous donne une activité. Ce qui fait que le rapport au travail n'est pas organisé de manière collective et donc porté par une organisation syndicale. Ce qui explique que les syndicats aient eu beaucoup de mal à pouvoir comprendre ce mouvement et même le rejoindre ou le récupérer. Alors après, ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de ceux qui sont dans l'entreprise, dans les grandes entreprises, souvent dans les métropoles, ont pu toucher la prime défiscalisée qui leur a été accordée par leur employeur, alors que ceux qui sont dans les petites entreprises, des territoires qui étaient les plus frappés par la dévitalisation et les difficultés de transport, n'ont pas eu droit à la prime. Alors qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? C'est que c'est très important d'avoir des médiateurs et des intermédiaires, et donc des organisations syndicales. Et la France a absolument besoin de les renforcer, quelles que soient ces organisations, parce que c'est elles qui portent l'intérêt collectif des salariés. À droite. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai une question très courte, très simple, qui appelle une réponse très courte, très simple. Vous allez me dire, bon, ce n'est pas le sujet principal des Français, ce n'est pas très important, mais je crois que ça permettrait réellement d'apporter un éclairage sur votre quinquennat. Tout simplement, pour qui avez-vous voté au présidentiel il y a 2 ans ? Au deuxième tour, j'ai voté Emmanuel Macron. . 。  . 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 。
Là, au milieu, là. Pour le premier, il y aura prescription un jour. Pour le premier tour, il y aura prescription un jour. Bonjour Monsieur le Président, j'ai une question. Depuis tout à l'heure, il y a une certaine ambiguïté entre le principe d'être socialiste et la social-démocratie. Alors pour vous, quelle est la différence? Oui, ça c'est une question vraiment qui est revenue très souvent au cours de mon quinquennat et qui est souvent posée. Les socialistes français, pour des raisons qui tenaient à l'histoire, ne se définissaient pas comme sociaux-démocrates. Il y en avait certains qui pensaient que c'était plus à gauche d'être socialiste que sociaux-démocrate, et que sociaux-démocrates, c'était finalement les plus modérés. Ce qui est d'ailleurs assez faux, parce que quand on regarde ce qu'ont fait les sociaux-démocrates dans les pays scandinaves ou même en Allemagne, je rappelle que la cogestion existe en Allemagne. Mais c'était pas simplement une affaire de vocabulaire, c'était aussi une réalité, parce que la social-démocratie s'était définie aussi dans un rapport avec les organisations syndicales. Dans les pays de tradition social-démocrate, les partis provenaient des syndicats. Le parti social-démocrate allemand provient toujours du syndicalisme, comme d'ailleurs le parti travailliste au Royaume-Uni. En France, ce n'était pas du tout le cas, puisque le socialisme français relevait essentiellement des territoires, des élus, de la République, et très peu était passé par le syndicalisme. Et il n'y avait pas de lien, au nom de la charte d'Amiens, entre le Parti socialiste et le syndicalisme français. Aujourd'hui, je ne fais pas de différence. Le socialisme démocratique, la social-démocratie, c'est la même chose. Il restera toujours ces ambiguïtés par rapport au mouvement syndical ou ces vocabulaires qui peuvent donner l'impression d'une atténuation. Être socialiste et être social-démocrate, c'est porter le projet que je viens de définir, c'est-à-dire avoir une histoire, avoir une culture, avoir des instruments, avoir des objectifs, mais les mettre au défi d'aujourd'hui. Je les ai évoqués, écologie, inégalité, démocratie. Mais moi, je ne fais plus de différence. Alors, on m'avait interrogé dans une conférence de presse, qu'à l'époque, il y avait des conférences de presse. Donc, j'étais dans une conférence de presse, il y avait des journalistes, et on me dit, alors, est-ce que vous êtes devenu... Dites-nous que vous êtes social-démocrate. Alors, j'ai dit, oui, je suis social-démocrate. Ah, enfin, il a avoué, il a abjuré, il est social-démocrate, comme si c'était une régression que je faisais, une abjurgation que j'acceptais, une abdication que je prononçais. Aujourd'hui, je vais dire, je suis social-démocrate, donc je suis socialiste, ou je suis socialiste, donc je suis social-démocrate. Ne me posez plus jamais la question, où que je sois, y compris dans une conférence de presse, même si je n'ai plus à faire de conférence de presse aujourd'hui. Là-haut. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, surtout pour les propositions de rupture à l'égard des politiques de la social-démocratie. Et j'ai une question sur ce sujet. Vous proposez d'individualiser l'offre politique. Et je voudrais que vous expandez un peu sur ce point, parce que j'ai compris l'idée, le conseil, c'est très intéressant, je trouve, mais c'est aussi difficile de parler avec une voix, mais d'arriver à plus de personnes. Donc, si vous devriez maintenant mener la campagne électorale, qu'est-ce que vous ferez? Excusez-moi, mon français, c'est un peu... Non, mais je vais faire semblant de ne pas avoir compris complètement la question. Mais je vais vous donner un exemple très concret, parce que... Merci. Parce que la personnalisation des droits, c'est ce qui permettra de redonner confiance dans l'action collective. Lorsque nous avons fait voter plusieurs textes, durant le quinquennat, nous avons introduit le compte personnel de formation. Michel Sapin en était chargé. Puis ensuite, nous l'avons transformé en compte personnel d'activité. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que chaque travailleur, chaque salarié pouvait, en fonction de son ancienneté, en fonction de sa qualification, plus elle était basse, plus il avait des droits,
en fonction des parcours qu'il avait pu faire, détenir des temps de formation, de reconversion, de requalification ou de promotion. Il avait, si je puis dire, un compte épargne-temps qui était alimenté par justement ce besoin de se former. C'était des droits qui lui étaient donnés à titre personnel, c'est-à-dire c'était à lui, c'était son patrimoine, c'était son capital, comme la retraite est son capital forgé par des années de cotisation. C'était à lui, mais finalement, pour que ça puisse marcher, il faut qu'il y ait un cadre collectif. Donc c'est ça le socialisme nouveau, c'est d'être capable de donner des droits à chacun qui ne peuvent être maintenus ou améliorés que par l'assurance d'un cadre collectif. La retraite, c'est tout à fait ça. J'acquiers des droits par mes cotisations, mais j'ai besoin d'une solidarité des générations qui viennent pour assurer le financement. Donc plus on donne des droits individuels protégés par un cadre collectif, plus on satisfait l'aspiration personnelle, mais on justifie la solidarité. C'est ça qui permet de rendre acceptable la contribution, l'impôt ou la cotisation. À gauche, là. Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. Dans un premier temps, j'aimerais parler de l'insertion et de la place des territoires ultramarins dans le projet de social-démocratie que vous présentez. Dans un second temps, j'aimerais exprimer une inquiétude pour la terre natale, pour la Guyane française. Parce qu'actuellement, en Guyane française, il y a le projet Montagne d'Or, il y a Total qui commence l'exploration. Et j'ai peur qu'au final, la Guyane ne devienne un filet de cicatrices qui ne retiendra, au final, que les mauvais côtés d'une politique écologique totalement inexistante. Merci. Bon, je constate d'abord que Christiane Taubira a trouvé dans les générations nouvelles un prolongement de son engagement. Et la Guyane a donné de grands responsables politiques à la France. Et donc, je vous encourage à persévérer. Sur les deux sujets, bon, d'abord, je n'ai pas proposé, finalement, je me méfie parce que la presse est là, ils vont dire s'il a proposé un projet social-démocrate, à quoi pense-t-il, etc. J'ai essayé d'éclairer le sujet pour que chacun s'en empare. Donc, dans le projet territorial, il y a la dimension ultramarine. C'est très intéressant aussi de voir que les ultramarins n'ont pas participé au mouvement des Gilets jaunes. Parce que pour eux, c'est une autre dimension qui devait être soulignée, qui n'était pas simplement le problème du transport ou le prix des carburants, qui pourtant est réel dans les territoires ultramarins, mais qui était la question de la lutte contre l'injustice territoriale et l'exigence d'égalité, et aussi de développement. Donc je pense que la France doit bien comprendre que de disposer de territoires ultramarins est une chance considérable pour elle. Parce que c'est d'être présent sur tous les continents. Et j'en ai fait là aussi l'expérience. La Guyane nous permet, même si aujourd'hui ce n'est pas un voisinage facile, d'avoir la plus longue frontière commune avec le Brésil et de pouvoir être pleinement présent sur le continent américain. Les territoires antillais nous permettent, notamment sur les questions écologiques, sur les questions d'énergie nouvelle, d'être beaucoup plus en avance qu'on ne le serait sans ces territoires. Et je pourrais continuer avec la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien. Donc on a absolument besoin de ces territoires, sauf qu'il faut éviter qu'il puisse y avoir, vous avez cité quelques projets, des prélèvements sur la nature ou des conséquences sur l'environnement qui puissent être dommageables. Je sais ce qu'on doit à la Guyane aussi pour Kourou et pour avoir permis que là aussi notre industrie spatiale puisse se développer. C'est aussi au bénéfice de la Guyane. Donc je pense que sur les questions de montagnes dont vous avez parlé, montagnes sacrées, etc., montagnes dorées, il faut être très attentif, comme sur les explorations pétrolières. D'ailleurs, c'est toujours étrange, le premier dossier que j'ai eu comme président à gérer, ça a été la question des forages pétroliers au large de la Guyane.
Et j'avais déjà 2 ministres qui n'étaient pas d'accord entre eux là-dessus. Là, sur la gauche, s'il vous plaît. Evelyne, derrière toi. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Enfin... Ne retirez rien. Oui, nous verrons cela peut-être dans quelques années, vous allez nous le dire. J'ai une question aussi très simple. Vous avez évoqué récemment un phénomène de division entre les Français que vous qualifiez, je cite, de partition. Quelles sont, selon vous, les mesures à prendre pour y trouver quelques remèdes? Et si vous trouvez des solutions, et je l'espère que vous y avez réfléchi, pourquoi ne les avoir pas mises en œuvre pendant votre mandat? Merci. Peut-être préciser votre question sur les risques de partition ou de division. Oui, simplement, vous aviez évoqué il y a quelque temps les risques de partition, ou en tout cas, aviez analysé la situation de la société française comme divisée. En tout cas, c'est ce qu'avaient diffusé les médias. Peut-être se sont-ils trompés, je ne sais pas. Mais il y a une différence entre la division, qui est réelle, et la partition, qui suppose une relégation et une séparation. Oui, la société française, on l'a bien vu, elle est divisée de plusieurs façons. Elle est divisée socialement, selon les inégalités de revenus ou de patrimoine. Elle est divisée territorialement, elle est divisée idéologiquement. Elle est divisée aussi par rapport à la question de la présence de l'immigration ou de l'arrivée de courants migratoires. Elle est divisée même sur la laïcité, on s'en est aperçu. Mais c'est une réalité. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a un éclatement de la revendication, de la recherche d'identité, de la solidarité. Les solidarités ne sont plus aussi massives, elles sont souvent locales, communautaires, religieuses et on l'a vu avec les réseaux sociaux, des solidarités qui sont à quelques-uns et qui partagent parfois les mêmes haines ou les mêmes aspirations. Quel est le rôle de l'État? Et peut-être ne l'ai-je pas fait suffisamment, mais enfin j'y ai veillé. C'est d'assurer la cohésion, c'est de permettre l'apaisement, c'est de trouver l'unité. Moi, j'ai été confronté, comme président de la République, à une succession d'attentats qui auraient pu non seulement mettre en cause l'unité du pays, mais soulever des confrontations et encore amplifier les divisions. Ma seule préoccupation à ces moments-là, qui ont été des moments dramatiques, qui ont été des moments extrêmement douloureux, et on n'a pas forcément compris quand j'ai pris certaines initiatives, c'était d'assurer la cohésion et l'unité de la nation. C'était de ne pas nier les divisions, je les connaissais, de ne pas nier les peurs, les angoisses et les fractionnements qui existaient. Mais c'était d'assurer cette cohésion. Et le rôle du président de la République, quelles que soient les périodes, quelles que soient les personnalités, c'est de toujours veiller, parce que c'est sa fonction la plus éminente, à préserver l'unité et la cohésion malgré tout. Ça ne le rend pas populaire nécessairement, ce n'est pas le sujet. Ça le rend à ce moment-là plus haut encore qu'il ne l'imagine. Et peut-être, moi souvent on m'interroge, on me dit qu'est-ce qui restera de votre quinquennat? Alors bien sûr je dis de toutes les réformes que j'ai pu faire, etc. Peut-être les erreurs que j'ai pu commettre. Ce qui restera dans l'histoire, peut-être dans la mémoire, la vôtre, du quinquennat, ce sont précisément les attentats. Parce que jamais notre pays n'avait été attaqué de cette façon, avec ce niveau d'horreur, avec le nombre de victimes. Et si j'ai été fier, et je l'ai été, d'être le président de la République française pendant cette période-là, c'est quand j'ai vu le peuple français lui-même, le 11 janvier 2015, submerger les rues de la capitale, mais aussi de toutes les villes de France, au-delà des sensibilités politiques. Et quand j'ai vu des chefs d'État et de gouvernement du monde entier, il y avait même le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne qui défilaient boulevard Voltaire sans savoir qu'elle n'était pas vraiment protégée. Ben, ils étaient là. Ils étaient tous là. Et ils auraient même voulu rester plus longtemps qu'il n'était prévu par les dispositifs de sécurité. Parce qu'ils voulaient témoigner
peut-être au nom du monde entier, que la France était le pays de la liberté. Et de la même manière, quand après, c'était plus dur encore, le 13 novembre, quand il y a eu le Stade de France, les terrasses, le Bataclan, puis ensuite d'autres attentats, là j'ai craint vraiment que le pays se fracture. Et les partis politiques n'étaient plus dans le même esprit qu'au début du mois de janvier 2015. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas nier les divisions du pays, mais on doit savoir que le rôle du président de la République, c'est à un moment de se mettre au plus haut niveau qu'il soit possible pour apaiser et rassembler. Et je suis sûr que tous, à ma place, l'auraient fait de la même manière. Merci. On a encore 10-15 minutes. Donc une question sur la droite. Bonsoir. Une question sur l'écologie et comment gagner des élections. Je suis de l'Autriche et le résultat des dernières élections parlementaires était sidérant. La social-démocratie autrichienne a décidé de plus se tourner vers le sujet de l'écologie. Pourquoi en France, un pays dans lequel le parti des Verts est assez petit, les socialistes ne voient pas qu'il faut protéger les travailleurs, qu'il faut protéger les individus qui sont économiquement les plus vulnérables de la société, parce qu'au fond, c'est ça la lutte écologique, des ressources de plus en plus minces, le néocapitalisme qui dévore notre base de vie, notre terre, notre eau. Il faut des règles, il faut un État fort sur cette question. Pourquoi la social-démocratie reste trop sourde là-dessus dans votre discours? Vous l'avez mentionné, mais en dernier point, et pourquoi cette hésitation? Pourquoi pas ne mettre ce sujet plus au centre? Merci. Oui, merci pour cette question. Il n'y a aucune hésitation à avoir. L'écologie n'est pas un sujet parmi d'autres. C'est le sujet principal pour de longues années. Il ne peut pas, néanmoins, ce sujet se déterminer sans d'autres principes que simplement le climat. Il faut assurer la justice sociale, la redistribution, le partage du pouvoir, le rôle des citoyens pour justement atteindre cet objectif. L'écologie sans justice sera repoussée par les catégories populaires. Mais la justice sociale sans écologie conduira à une impasse tout à fait dramatique. On a absolument besoin de reconvertir des industries. C'était le problème en Autriche, c'est le problème en Allemagne, c'est le problème aussi en France, de reconvertir des industries par rapport à l'enjeu écologique. Qui peut le faire? Qui peut le faire si ce n'est les sociodémocrates, précisément parce qu'ils ont une conception de la croissance, du développement qui peut permettre d'assurer ces investissements d'avenir. Donc voilà pourquoi je pense que les sociétés ne peuvent pas se fondre dans l'écologie, mais que l'écologie doit absolument être un élément central de la pensée socialiste aujourd'hui. On va prendre 2 questions d'ensemble et on va s'en arrêter là. Donc 2 questions en même temps, s'il vous plaît. Une à gauche et une à droite. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, je vais passer à l'Europe en fait, pour la question. Et donc, Viktor Orban, le président d'Hongrie, il a récemment parlé d'un concept d'une démocratie intolérante. Et comprenons que l'idée de tolérance fait partie vraiment des racines de l'Union européenne. Et comprenons également que les mesures comme l'article 7 ne suffisent pas pour lutter contre cette tendance de l'Hongrie et République tchèque. Par exemple, qu'est-ce que les sociodémocrates proposent pour défendre des valeurs de l'Union européenne pendant les années qui viennent? Oui, il y a des pays qui se sont écartés des valeurs européennes par leur gouvernement et par les décisions qui ont été prises, mise en cause de la justice, mise en cause des libertés, mise en cause des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des dispositions dans le traité qui permettent de sanctionner ces pays, ces gouvernements, sans exclure, bien sûr, ces nations de l'Union européenne. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est que quand un pays ne respecte pas les 3% de déficit public, il y a des sanctions qui sont appliquées et des disciplines qui sont rappelées. Et quand un pays ne respecte pas les valeurs, les libertés qui ont fondé l'Union européenne, il n'y a aucune sanction et aucune discipline qui vient les frapper. Et ça n'est plus possible. Et donc, moi, je
considère que ce qui pourrait être une nouvelle méthode pour l'Union européenne, c'est de dire on a des objectifs, on doit atteindre ces objectifs, objectifs pour la démocratie, objectifs pour l'écologie, objectifs pour les droits des travailleurs ou pour l'harmonisation fiscale. Et si on n'atteint pas ces objectifs au bout de quelques années, eh bien, il y a des sanctions qui devront être mises au point et donc décidées, comme il y en est pour le manque de respect des engagements européens en matière monétaire. Donc vous avez raison, il faut qu'il y ait une réaction qui ne soit pas une réaction simplement de principe, mais une réaction de sanction. Une dernière rapide et on va s'en arrêter là vraiment. Désolé pour les autres. Bonsoir Monsieur le Président. Vous avez parlé d'une Europe à deux entre la France et l'Allemagne. Ne pensez-vous pas que promouvoir cette idée serait jouer le jeu d'un problème majeur en Europe en ce moment, à savoir que de nombreux pays ne se sentent pas représentés au sein de la scène européenne? Merci. Alors, que je me fasse bien comprendre, l'Europe à 27, elle va demeurer. Elle est dans l'état que l'on connaît, difficulté pour avancer, elle maintient l'existant, elle gère les acquis, elle doit régler les problèmes d'infraction aux règles européennes, elle doit veiller à ce que l'euro puisse être préservé, elle doit assurer la libre circulation. Voilà le rôle de l'Europe à 27 et il faut absolument qu'il soit tenu et aucun pays ne doit en être exclu, même si je ne crois pas que dans la période qui vient, on pourra accueillir de nouveaux pays dans l'Union européenne. Mais ça n'empêche pas qu'à 2, à 3, à 4, on verra bien, on puisse aller beaucoup plus loin si on en décide ensemble, sans modification des traités. Il s'agit simplement de décider entre 2 pays, 3 pays, 4 pays, d'un budget pour l'écologie, d'un budget militaire commun pour la projection des forces, de capacités industrielles que l'on pourrait mobiliser, y compris en rapprochant des entreprises sans être soumis à une sanction ou à un empêchement de la Commission européenne. Bref, agir en matière de développement et surtout, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, agir pour la défense et la sécurité de l'Union européenne. Ce n'est pas possible. Je vais en terminer là. Il faut bien que vous vous rendiez compte que le monde, en quelques années, a considérablement changé. Aujourd'hui, l'Europe qui se pensait protégée par les États-Unis d'Amérique ne l'est plus. Aujourd'hui, les États-Unis, et ça ne va pas s'arrêter avec Donald Trump, se sont d'une certaine façon retirés de leur responsabilité mondiale de gendarmes de la planète. Il faut comprendre qu'il y a des nouvelles puissances. D'abord, il y a des anciennes, la Russie, la Turquie, qui veulent porter leurs propres intérêts. Il y a de nouvelles puissances, la Chine, l'Inde, qui veulent là aussi avoir une influence plus grande. Donc si l'Europe n'assure pas par elle-même, je dis bien par elle-même, une large part de sa sécurité, qui le fera? Et les 2 pays qui sont essentiels avec le Royaume-Uni, qu'il faudra de ce point de vue raccrocher, les 2 pays qui sont essentiels, c'est la France et l'Allemagne. J'ajoute que sur la question de l'immigration, avec les risques climatiques, avec les guerres qui continuent de sévir, vous avez vu dans l'ouest du continent, nous avons absolument besoin non seulement d'assurer avec les Africains la sécurité, mais aussi une politique de développement. Avec qui d'autre le faire que les Français et les Allemands, peut-être les Italiens s'ils nous rejoignent, parce qu'ils sont tout à fait conscients de cette nécessité, ou les Espagnols et les Portugais. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons toujours tendance à penser, j'ai eu sûrement aussi cette tentation ou cette inspiration, que ça va s'arranger, que ça va aller de mieux en mieux, que l'on va connaître que des progrès et que des avancées, que c'est le destin de l'humanité, qu'il ne faut plus se battre, que ça ne sert plus à rien, qu'il n'y a plus de combat qui justifie l'engagement. Eh bien, détrompez-vous. La démocratie, l'Europe, la justice, l'écologie, l'avenir de la planète, s'il n'y a pas des femmes et des hommes pour porter ces idéaux-là, eh bien, ça reculera. Il y a des périodes dans l'histoire où ça avance très vite, et il y a des périodes dans l'histoire où ça se déchire également très rapidement, et où ça recule. Nous sommes dans une période où aujourd'hui les régressions, les reculs, les replis sont plus importants que les avancées. Donc il ne tient qu'à nous, c'est pour ça que ce n'est pas qu'une question politique de savoir qu'est-ce que va faire un parti pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Ce n'est pas qu'une question de savoir si la social-démocratie a toujours un destin. Là, il s'agit
d'une cause qui est plus importante que nous, c'est de défendre tout simplement l'idéal démocratique. Et donc, je compte sur vous pour y participer. Merci pour votre invitation. À vous.